Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. En introduction de la matinée, on va se donner quelques grands ordres de grandeur de la transition pour le bâtiment à partir de travaux qu'on a fait à l'ADEME et que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appellent Transition 2050, qui sont les scénarios d'atteinte de la neutralité carbone pour la France en 2050. Pour commencer, c'est quoi la neutralité carbone? Alors, je pense que c'est un terme que vous avez tous déjà entendu. Juste pour qu'on ait tous les mêmes idées en tête, voilà un petit schéma des émissions sur le territoire français en 2019. Des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire français. Et en dessous, la capacité de capter du CO2 qu'on a sur le territoire français via les forêts et les sols. L'objectif de la neutralité carbone, c'est qu'en 2050, le orange soit égal au vert. C'est ça, la neutralité carbone. Et donc, si on en met plus, il faut capter plus. Si on en met moins, on a moins besoin de capter. Comment on capte? Les forêts et les sols. Et à un moment donné, si on atteint la limite de ce qu'on peut capter, on a besoin d'avoir recours à des technologies de captage et stockage de CO2, de captage du CO2 dans l'atmosphère, qui sont des technologies qui sont peu matures à l'heure actuelle. Est-ce que la neutralité carbone, c'est l'alpha et l'oméga des objectifs environnementaux qu'on peut se donner? Alors, c'est celui que la France s'est donné dans le cadre de l'accord de Paris, mais il faut avoir en tête que là, je vous ai dit, c'est les émissions sur le territoire français. Or, on importe aussi une partie de nos émissions. Pour le bâtiment, c'est environ 40% de nos émissions qu'on importe en important des matériaux, des équipements. Donc, vous voyez que c'est ce que je vais vous présenter comme chiffre, vous allez dire c'est hyper ambitieux, et en même temps, ça n'est qu'une partie du problème carbone, puisqu'il y a aussi toutes les émissions importées. Donc, comment est-ce qu'on fait pour atteindre cette neutralité carbone en 2050? Ce qu'on s'est dit à l'ADEME, c'est qu'il y avait peut-être plusieurs chemins, et que notre travail consistait à essayer de décrire ces chemins, et surtout les tenants et les aboutissants, en fait les conséquences de chacun de ces chemins, pour qu'on puisse ensuite prendre des décisions de façon éclairée. Donc on a fait 4 scénarios. En gros, vous avez 2 premiers scénarios dont la philosophie est plutôt de limiter au maximum l'impact de l'activité humaine sur son environnement. Scénario 1, génération frugale, scénario 2, coopération territoriale, et puis 2 autres scénarios, technologie verte et pari réparateur, dont la philosophie est plutôt qu'on va laisser filer, enfin voilà, on va compenser. En fait, on va avoir des impacts plus importants, mais qu'on va réussir à les compenser. Si on les cartographie sur les grands leviers de transition qu'on connaît, qui sont la sobriété, l'efficacité, le recours aux énergies décarbonées et les puits carbone, voilà, juste pour vous donner une idée, pour que vous compreniez derrière la philosophie des scénarios. Le scénario 1, c'est celui où il y a le plus de sobriété. Le scénario 4, il y a 0 sobriété. Il y a du coup beaucoup de recours à des puits carbone, puisqu'on laisse filer les émissions. Alors jusqu'à un certain point, on va voir, mais voilà, il y a plus d'émissions. Le scénario 2 est celui qui va finalement essayer d'actionner les leviers de façon à peu près équilibrée. Et le scénario 3, c'est un scénario qui fait le pari que via l'efficacité, via les énergies décarbonées, on n'aura finalement pas besoin d'avoir de la sobriété. Donc vous voyez, ces 4 scénarios très différents. L'objectif, c'est de regarder les conséquences, les tenants, les aboutissants, et qu'est-ce que ça veut dire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour le secteur du bâtiment? Donc la neutralité carbone, c'est une équation vraiment à l'échelle de l'ensemble des secteurs de l'économie. Donc vous avez l'agriculture, l'industrie, etc., etc. On ne va pas regarder tous ces secteurs aujourd'hui parce que ce serait trop long. On va se focaliser sur le secteur du bâtiment. Et quand on dit secteur bâtiment, on ne regarde les émissions que de la phase d'exploitation du bâtiment. Donc pas la phase amont, qui elle est captée dans l'industrie, dans le secteur industrie. Et on regarde juste cette phase, donc les chiffres que vous avez là, il faut bien voir ce que c'est juste la phase en fait d'exploitation du bâtiment sur une année. Donc en 2015, voilà les émissions scope 1 et 2, enfin toutes les émissions liées à l'exploitation du bâtiment. Vous voyez, on est à peu près à 70 millions de tonnes. Qu'est-ce que ça donne dans les différents scénarios? Puis on va voir d'ailleurs ce que ça donne enfin, concrètement en termes de rénovation, etc. Mais première chose, on a fait un scénario tendanciel en plus de nos 4 scénarios. Donc le scénario tendanciel, on continue les tendances existantes. Donc on rénove encore un peu, etc. On continue les tendances. Alors, bonne nouvelle du scénario tendanciel, les émissions baissent. Mauvaise nouvelle, on n'arrivera jamais à capter tout ça.
Donc, le scénario tendanciel n'est pas un scénario compatible avec la neutralité carbone. Je pense que je n'apprends rien à personne en disant ça. Néanmoins, c'est bien de se mettre le chiffre en tête. Les scénarios 1, 2 et 3, vous voyez, c'est des scénarios où on a réduit de façon très importante les émissions de gaz à effet de serre. Le scénario 4, on a un peu laissé filer, on laisse du fuel dans les bâtiments, etc. Donc, il a une augmentation, il a des émissions un peu importantes. Qu'est-ce que ça donne en consommation d'énergie maintenant? Donc, vous avez la même logique, les consommations d'énergie en 2015, le scénario tendanciel, qui est un scénario de baisse de consommation d'énergie, mais vous voyez, une vingtaine de %. Et puis, les scénarios 1 et 2 sont ceux où on va plus baisser la consommation d'énergie, environ 50% de baisse de la consommation d'énergie. Ce que vous voyez là, dans cette diapo, c'est qu'on baisse la consommation d'énergie beaucoup moins que ce qu'on baisse les émissions carbone. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on consomme de l'énergie décarbonée. Voilà pour vous donner un peu des grands ordres de grandeur de ce qu'on a mis dans les scénarios en termes de neutralité carbone. J'en profite pour vous dire, le orange là, c'est le résidentiel, et vous voyez, le vert, c'est le tertiaire. Dans tous les scénarios, ça reste les logements qui sont les plus consommateurs d'énergie. C'est le cas en France à l'heure actuelle, et dans tous les scénarios, ça restera les logements qui seront les plus consommateurs d'énergie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes concrets? Ce qu'on a vu dans les scénarios, c'est qu'on a fait des scénarios très contrastés, et puis il y a quand même des trucs qui sont absolument incontournables dans ces scénarios. Le premier, c'est la rénovation énergétique. Alors là non plus, je pense que je ne vais pas vous surprendre en vous disant que la rénovation énergétique, c'est incontournable si on veut faire les scénarios climatiques de la France. Par contre, peut-être vous montrer les ordres de grandeur de ce qu'on a dû introduire comme taux de rénovation dans nos scénarios pour réussir à boucler. Vous avez sur la première ligne le tertiaire, donc le pourcentage du parc tertiaire qui suit la trajectoire du dispositif éco-énergie tertiaire. Vous voyez, dans les scénarios, on est sur plutôt du 70-80%, c'est-à-dire que à peu près tous les assujettis suivent de façon volontaire la trajectoire du dispositif éco-énergie tertiaire. Sur les logements, vous avez à l'heure actuelle, bon, moins de 1% en 2015, du parc qui est à un niveau BBC rénovation. Dans les scénarios, vous voyez, on va laisser le scénario 4, si vous avez des questions par la suite, on pourra y revenir, mais dans les scénarios, on amène le parc de logements donc existant et toujours là en 2050, donc pas ceux qui ont été démolis, mais à 80 à 70% de logements rénovés à un taux BBC rénovation, enfin un niveau de performance BBC rénovation. Et c'est ça qui permet de baisser suffisamment les consommations pour pouvoir ensuite y mettre des énergies décarbonées en face. Et vous voyez, les baisses de consommation de chauffage, par exemple, c'est de 60 à 75% par rapport à ce qu'on fait à l'heure actuelle. Donc, on est sur des ordres de grandeur de baisse des consommations importantes. En termes de décarbonation, vous avez de la chaleur, donc du chauffage à l'eau chaude sanitaire, une sortie du fuel, une baisse très importante de la part du gaz, on pourra revenir si ça vous intéresse, et puis une place grandissante de la pompe à chaleur. Donc ça, c'est le premier incontournable, c'est la rénovation. Deuxième incontournable, non seulement il faut atténuer, mais en plus, en même temps, il faut s'adapter. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a projeté le parc de bâtiments en France sur des cartes d'aléas climatiques. On a ces cartes d'aléas à l'heure actuelle et puis à 2050. Dans différents scénarios du GIEC, alors le scénario le plus pessimiste à l'heure actuelle, le RCP 8.5, un scénario moins pessimiste qui est le scénario 4.5. Et on a regardé ce que ça donnait en termes de proportion du parc qui était soumis à des vagues de chaleur et au phénomène d'îlot de chaleur urbain, et soumis au phénomène, ou en tout cas au risque de retrait-gonflement des argiles. Ce que vous voyez, alors il y a beaucoup de colonnes sur ce, donc on va regarder juste certaines, donc ça c'est 2020, et on va regarder plutôt le scénario le plus pessimiste pour se donner des idées. Vous voyez l'importance, en fait, dans tous les scénarios, la croissance de la part du parc qui va être soumis à des vagues de chaleur, à l'effet d'îlot de chaleur urbain, et la croissance aussi de la part du parc qui va être localisée sur des territoires où il y aura un risque d'être soumis à retrait-gonflement des argiles. Donc ça, c'est le deuxième incontournable.
Et puis, on a fait des variantes aussi dans les scénarios. Nos scénarios, sinon, on n'aurait pas fait 4 scénarios. Vous voyez, la rénovation, c'est un incontournable, l'adaptation, c'est un incontournable. Il y a des choses sur lesquelles on a fait varier nos scénarios, justement pour aller voir les tenants et les aboutissants de chacun des scénarios. Alors, un des points principaux sur lesquels on a fait varier les scénarios, c'est le volume et la typologie de la construction neuve. En gros, on a fait des scénarios assez différents sur la philosophie de la manière dont on va gérer le besoin de construction neuve. Dans tous les scénarios, on a la même projection démographique, qui est une projection qui est donnée par l'INSEE, qui est la projection centrale de l'INSEE, qui est plutôt une projection de stagnation de la population à échéance, alors selon le scénario 2040, 2050, etc. Mais du coup, on a en base déjà une stagnation de la population française. Et il faut avoir en tête que qu'est-ce qui a conduit à la construction sur les 50 dernières années, c'est l'augmentation de la population, c'est la baisse du nombre de personnes par ménage. On est de moins en moins nombreux par ménage, donc à population donnée, on a besoin de plus de logements. Et puis, c'est la métropolisation du territoire. On a fait migrer une partie de la population de la diagonale, qui est maintenant la diagonale des faibles densités, aux métropoles régionales, ce qui fait qu'on a finalement déplacé la demande de bâtiments. Donc, on a créé de la vacance à certains endroits et on a créé de la tension à d'autres. Ce qu'on s'est dit dans les scénarios, c'est qu'on pouvait faire varier ces éléments-là en se disant on va faire un scénario qui est plutôt un scénario tendanciel, ça va être le scénario 4. Donc on poursuit la tendance, on poursuit la métropolisation, on poursuit la part de la maison individuelle dans ce qui est construit à l'heure actuelle, etc. Ça nous donne quoi? Ça nous donne, en cumulé sur 2015-2050, 10 millions de logements neufs. Alors, pour se donner une idée, 10 millions, sur les 30 dernières années, on a construit 12 millions de logements neufs. Donc, vous allez me dire, alors on poursuit les tendances, mais c'est moins. Oui, parce qu'il y a cette fameuse stagnation démographique. On a fait un truc un peu inverse. On s'est dit, et dans un scénario 3, qui est un scénario très efficacité, techno, etc., si on faisait de la démolition-reconstruction d'un certain nombre de bâtiments qui sont considérés comme obsolètes, soit parce que ils vont être dans des zones où on va densifier, donc on va détruire du pavillon pour construire du petit collectif, par exemple, etc. Ce que ça donne, c'est 12 millions de logements neufs entre 2015 et 2050. Et puis on s'est dit, dans les scénarios les plus sobres, on fait quoi? Et là, on a exploré complètement autre chose. On a exploré des scénarios, alors je vous limite le 1 parce que le 2 n'est pas très loin du 1, où on mobilise au maximum le parc existant. On sait qu'on a 10% de logements vacants, qu'on a 10% de résidences secondaires. Donc, est-ce qu'on peut réinvestir une partie de ces logements qui sont soit pas occupés, soit occupés seulement une partie de l'année? Est-ce qu'on peut améliorer nos pratiques de cohabitation, ou finalement vivre seul dans un grand logement quand on est une personne âgée? Est-ce qu'il y a une partie de ces personnes âgées qui se disent finalement c'est pas super, peut-être qu'on peut vivre différemment? Et on a également baissé la part des maisons individuelles dans la construction neuve. Bref, tout ceci nous donne 4 millions de logements neufs en France. Donc on a un peu, vous voyez, on a fait une fourchette en fait du min et du max. Et ce qu'on a fait également, c'est calculer l'impact en termes de consommation de matériaux et d'artificialisation des sols de ces scénarios. Donc vous le voyez de façon peu étonnante, on utilise beaucoup moins de matériaux quand on construit peu. Et on artificialise beaucoup moins. Alors, ce qui est intéressant sur l'artificialisation, c'est que seuls les scénarios 1 et 2 réussissent le point 2030 de baisse d'artificialisation qui est dans la loi climat et résilience de 2021. Donc ça nous donne une idée quand même des ordres de grandeur de ce qui serait nécessaire pour réussir, alors non pas le pari de la neutralité carbone, mais le pari de la non-artificialisation des sols, qui est un objectif aussi important à tenir. Donc voilà pour les volumes de construction. Alors,
si tout ceci vous intéresse, vous avez en cumulé 1500 pages de documents sur les sites de l'ADEME, mais plus spécifiquement, vous avez notamment des chapitres, enfin le rapport final est suffisamment bien foutu pour vous y retrouver vos petits, et notamment il y a un chapitre bâtiment, un chapitre sur le bois, etc. Donc n'hésitez pas, là je vous donne vraiment genre quelques graphiques, mais il y en a beaucoup plus si ça vous intéresse. Et notamment, on a aussi calculé ce que ça veut dire dans la consommation de l'industrie, de plus ou moins construire, etc. Et là, je vous ai fait une diapo spécifique sur le bois. Alors, premier graphique, la récolte de bois en forêt dans les différents scénarios. Donc, vous voyez, on a vraiment joué la carte de philosophies très différentes entre des scénarios 1 et 2 qui préservent au maximum la ressource et donc limitent l'auto-prélèvement. Un scénario 3 où on va prélever de façon importante, et un scénario 4 où on a carrément un scénario de reboisement en fait. Donc vous avez un prélèvement important, hop, ça retombe parce qu'il faut le temps que la forêt repousse, et c'est reparti. Et ça, du coup, ça nous a cadré aussi dans nous ce qu'on pouvait mettre dans les bâtiments, puisque quand on a commencé les modélisations avec les collègues, on mettait du bois dans tous les bâtiments neufs, et les collègues qui gèrent la forêt nous ont dit attention, parce que nous, on a ça, on a fait ces scénarios-là, et du coup, il faut qu'à un moment donné, l'offre soit égale à la demande. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes de consommation de bois, mon scénario? Vous avez donc en marron le bois, en vert les isolants biosourcés. Donc ça, c'est les millitonnes cumulées. Donc c'est tout le bois utilisé, on pèse tout le bois en une fois sur la période 2015-2050. Vous voyez que par rapport à 2015, dans tous les scénarios, on a une augmentation très importante du volume de bois utilisé, quel que soit le scénario, même dans les scénarios 1 et 2. Et les scénarios 1 et 2, on construit moins, mais on le fait un petit peu plus en bois, et donc ça augmente le volume de bois. Dans un scénario 3, où en pourcentage, on a moins de bois dans la construction, mais on construit plus, vous voyez, on est sur des augmentations assez importantes de la consommation. Et puis, dernier graphique, qui n'est pas hyper lisible, désolé, c'est les puits naturels en 2050. Donc, si vous vous souvenez de la première diapo, vous aviez cette petite partie verte qui était notre capacité à capter les émissions de gaz à effet de serre en 2050. Donc ça, c'est une décomposition de cette partie verte sur les puits naturels de carbone. Donc on ne regarde pas tous les puits techno, mais on se dit qu'est-ce qui va capter dans les différents scénarios dans le puits naturel. Et ce que vous voyez, c'est que vous avez une part très importante dans tous les scénarios des sols et des forêts. Donc là, vous avez tout ce qui est les forêts qui sont restées des forêts, les sols agricoles qui sont restés des sols agricoles. Alors, il y a des évolutions de pratiques agricoles, etc., pour capter plus de carbone dans les scénarios. Et puis, les phénomènes de renaturation aussi qui permettent de réinjecter quelque part du puits carbone naturel. Et là, vous avez les produits bois, la petite partie en haut. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de produits bois, attention, je ne le dirai pas dans cette instance-là, mais il faut quand même avoir en tête les ordres de grandeur. Ce qui va capter du CO2 en France en 2050, si on arrive à faire la neutralité carbone, ce sera les forêts, les sols. Et donc, l'enjeu fondamental, il est de préserver ce puits carbone-là qui est dans la forêt, dans les sols, avant toute chose, parce que c'est là qu'est l'ordre de grandeur prioritaire. Voilà un peu pour vraiment quelque chose de très large qui vous permet de commencer à rentrer dans les scénarios. N'hésitez pas, si vous souhaitez en savoir plus, vous avez tout sur le site de l'ADEME, sur ce site-là. Vous avez notamment, si la question de l'adaptation des filières de la construction neuve vous intéresse, on a appelé ça des feuilletons, c'est des petits documents en plus qui permettent d'explorer la façon dont différents acteurs de la construction neuve peuvent s'adapter, notamment à un monde où on construit réellement. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Oui, vous parlez de sol, mais de quel sol parlez-vous? De sol nu? Qu'est-ce qu'il faudrait pour atteindre cette neutralité carbone? Je comprends la forêt, mais le sol, il est très divers. Et le sol, puisque l'on parle actuellement du PLU bioclimatique, on parle d'une renaturation à Paris de 40%, de passer de 25 à 40%. Quel type de sol il faudrait, enfin? Alors, les collègues qui ont fait ce travail, ils l'ont fait sur des sols agricoles,
Et en fait, ils ont des... Je ne pourrais pas vous en donner le détail, mais si ça vous intéresse, vous pouvez regarder dans le gros rapport final, des pratiques agricoles qui sont plus ou moins captantes de CO2. Donc, dans les scénarios 1, on est sur des pratiques agricoles plus durables et qui permettent de mieux capter du CO2. Donc là, les chiffres que je vous ai donnés, c'est vraiment juste sur des sols agricoles. Du coup, votre scénario, moi, il me fait quand même pas mal penser à la loi ZAN qui vient de passer en septembre. Du coup, vous avez, en tant qu'ADEME, participé à l'élaboration de cette loi avec un scénario ou pas? Et ensuite, quelque part, les 4 scénarios sont en train de cohabiter, quelque part. C'est ça l'objectif ou comment ce serait possible d'en avoir qu'un seul? J'imagine que... Sur le ZAN, les collègues qui travaillent sur les questions de non-artificialisation, on a plutôt un rôle d'appui aux collectivités et d'aider les collectivités à trouver les outils pour faire. Donc on a un appel à manifestation. On a 22 collectivités qu'on accompagne spécifiquement sur ces questions ZAN. Donc nous, on n'est pas directement, on n'est pas la DHUP ou autre, le ministère qui écrivons les textes. On a plutôt un rôle d'appui à l'innovation en fait dans le domaine. Par contre, c'était la première fois qu'on faisait le calcul de l'impact ZAN de scénario, de l'impact artificialisation de scénario. Et du coup, là, ce qu'on a fait, c'est plutôt se dire combien on va artificialiser dans les scénarios et combien faudrait-il en face renaturer en 2050 pour arriver à ce ZAN qui en fait est dans la même logique que la neutralité carbone. Pardon, c'est ce qu'on artificialise versus ce qu'on renaturalise et il faut que ça fasse 0 à la fin. Ce qu'on a montré, c'est que dans les scénarios 3 et 4, on était sur des hectares et des hectares qu'il fallait retrouver pour renaturer, l'équivalent d'un terrain de football par commune française. Donc on se dit qu'on a peut-être aussi fait un peu une démonstration par l'absurde en fait de la difficulté pour ces scénarios-là d'atteindre le ZAN. C'est la première question. Et la deuxième question sur les scénarios. Alors, plusieurs niveaux de réponse. Nous, ce qu'on a fait, c'est vraiment, vous voyez, des travaux assez amont, finalement, pour aller éclairer les tenants, les aboutissants de différents scénarios, etc., les trucs absolument incontournables, quels que soient les scénarios. Ce que l'État fait dans la stratégie nationale bas carbone, c'est un scénario. Donc nous, on a fait un peu de la recherche et développement pour ce scénario qui est le scénario de référence que se donne la France sur l'atteinte de la neutralité carbone. Et après, effectivement, selon les sujets, on va être plus ou moins dans certains scénarios, voire dans aucun et plutôt dans le tendanciel. Et ça, c'est un travail qu'on n'a pas encore publié, mais sur lequel on est en train de regarder comment faire avec certains indicateurs pour pouvoir comparer par rapport aux trajectoires, là où on en est, de l'ARENO, etc., etc. Bonjour. Dans le phénomène de puits carbone, vous n'avez pas mentionné les mers, les océans. Est-ce que vous pourriez dire un mot sur le rôle que ça joue aujourd'hui, peut-être une évolution dans le futur? On ne les a pas pris en compte. Parce que les collègues qui travaillaient sur les puits carbone trouvaient que c'était compliqué techniquement. Et deux, quelle est la partie de la mer qui revient à la France pose la question aussi. Du coup, les chiffres que je vous présente ne prennent pas en compte ces enjeux-là. Peut-être que dans les prochains travaux prospectifs, en fait, les travaux prospectifs, ça permet aussi de poser tous les sujets, voir ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. Et puis après, on fait des travaux pour essayer d'améliorer. Et peut-être est-ce qu'on attend quelque chose du littoral, parce que tel qu'il est aujourd'hui, est-ce qu'il va changer demain, est-ce qu'il absorbera plus de carbone demain qu'aujourd'hui? Ça, c'est des éléments qu'on n'a pas documentés. Et par contre, du coup, j'en profite en termes de mise à jour. Les chiffres que je vous ai présentés sur la capacité des forêts à capter le CO2, c'est des chiffres qui datent déjà de 2019. Et entre-temps, il y a eu des nouveaux travaux qui ont été faits qui ont montré que la forêt captait beaucoup moins que ce qui était prévu en 2019. Donc là, je vous ai présenté une version optimiste, mais avec le changement climatique, l'effet de forêt, le fait que les arbres poussent moins vite, les nouvelles estimations de la capacité de capter de la forêt sont plus basses. Ce qui voudrait dire que soit ça contraint encore plus les émissions à la baisse, soit ça demande d'avoir recours à des technologies de captage de CO2. Alors merci, c'est un bon plaidoyer pour la frugalité, je pense le seul scénario défendable. Par contre, c'est que, c'est bien sûr c'est le thème, mais c'est orienté CO2, que carbone. Et je pense que ce sera encore plus convaincant si on introduisait
la question de la biodiversité, du cycle de l'eau, parce que le CO2, bien sûr, il faut agir très vite, mais ce qui est responsable de l'affaissement du vivant sur Terre, c'est pas encore le CO2, ça va venir, mais c'est plus la pollution, la plastification de tout, des océans, du vivant. Et je pense que ce sera encore plus convaincant pour couper l'herbe sous le pied de ceux qui défendraient encore d'autres scénarios. Alors oui, je vous rejoins sur le fait que la neutralité carbone, ça n'est jamais qu'un des critères environnementaux sur le multicritère et le multi-objectif qu'il faut qu'on suive. Sur la biodiversité, on avait commencé à regarder avec l'Agence française de la biodiversité si on pouvait faire une analyse d'impact de nos scénarios. Ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'on travaillait à une échelle beaucoup trop importante, en fait, territoriale, trop importante pour pouvoir caractériser les impacts des scénarios qui se font plutôt à des échelles territoriales très fines. Et donc du coup, on se dit, bon, il y a des travaux à faire là pour voir, et on verra si dans les prochains travaux, on arrive à capter ces impacts de la biodiversité. Donc là, à ce stade, on a vraiment juste capté par l'artificialisation des sols, ce qui est une espèce de proxy, et sur la consommation de l'eau, là aussi, en fait, plus on stabilise notre écosystème de modèles, parce que derrière, il y a des modèles qui tournent et qu'il faut réussir à brancher entre eux pour se dire, l'impact de la construction sur la consommation de matériaux, on espère réussir à faire un impact en eau de nos prochains scénarios, parce que là aussi, ça fait partie des sujets un peu pressants quand même. On va voir ce qu'on va réussir à faire. Un des enjeux, c'est toujours de se dire, comparer la ressource à sa disponibilité. Et donc, quand on fait, j'allais dire seulement là, je vous ai présenté des éléments en termes de consommation de ressources, de matériaux, mais on n'a pas une idée en face de la disponibilité de ces matériaux-là. Sauf pour le bois où on a fait ce travail, finalement, parce qu'on avait les collègues qui travaillaient sur la forêt et qui pouvaient nous dire mais tous les autres matériaux du bâtiment, en fait, là, on a juste pesé combien les bâtiments allaient utiliser de matériaux. On n'est pas du tout en capacité de savoir si ces matériaux ils sont bien disponibles ou pas. On sait qu'en France, on utilise plutôt les granulats locaux, etc. Mais a-t-on assez de granulats dans les carrières ? Voilà. Et donc, en fait, on voit que plus on documente de dimensions, plus on a envie de documenter de dimensions. Donc, on va voir dans les années à venir comment on arrive à améliorer notre vue d'ensemble, en fait, des enjeux environnementaux.